Bonsoir à tous. Cette semaine, dans l'Église du Monde, on prend des nouvelles de la Bolivie. Depuis le mois de mai, de violents incendies ont ravagé 2 millions d'hectares, principalement dans l'est du pays, proche de la région amazonienne. Alors si la culture sur brûlis est une pratique très ancienne et courante chez les paysans, pourquoi les feux sont-ils plus intenses aujourd'hui ? Quels effets et comment l'Église soutient-elle les communautés indigènes touchées ? Éclairage dans l'Église du Monde avec Joël Dacosta, référent Amazonie du Secours catholique. Et puis dans le reste de l'actu, fin novembre, le pape se rendra en Thaïlande et au Japon. On entendra depuis Bangkok le père Nicolas Lefébure, prêtre des missions étrangères de Paris. Mais tout d'abord, ce qu'il faut retenir sur la Bolivie. La Bolivie, État d'Amérique du Sud, est bordée au nord et à l'est par le Brésil, au sud-est par le Paraguay, au sud par l'Argentine et à l'ouest par le Chili et le Pérou. Ce pays d'environ 11 millions d'habitants a pour capitale administrative La Paz. Longtemps en proie à une instabilité politique, la Bolivie a subi 160 coups d'État depuis l'indépendance en 1825. La démocratie y a été amorcée en 1982. Le pays détient les deuxièmes réserves de gaz du sous-continent derrière le Venezuela. Côté religion, 95% de la population est catholique, 5% protestante. Depuis le mois de mai dernier, la forêt brûle en Bolivie. 2 millions d'hectares ont été détruits par le feu, principalement dans l'est du pays, proche de la région amazonienne. 900 000 hectares concernent les zones protégées. Il y a eu plus de 1000 départs d'incendie. Le territoire principalement touché se trouve dans la zone de Charagua. 68% de ce territoire est constitué par des zones protégées. Plus d'une centaine de communautés sont touchées. L'actualité des feux prend une résonance particulièrement forte à l'approche du synode sur l'Amazonie qui se tiendra à Rome du 6 au 27 octobre prochain. Alors, quelles préoccupations sont spécifiques à la Bolivie et seront portées au synode ? Quelles sont les urgences pour protéger concrètement notre maison commune, comme nous y invite le pape François ? Tout de suite, on en parle avec notre invité. Joël Dacosta, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous retrouver. Vous êtes référent sur la région d'Amazonie pour le Secours catholique Caritas France. Avant de parler des feux, peut-être un mot, puisqu'il y a une actualité qui va toucher la Bolivie d'ici quelques semaines, en octobre, avec les élections présidentielles. Le président Evo Morales qui brigue un 4e mandat. Alors en théorie, il n'était pas habilité à le faire, et puis le tribunal constitutionnel plurinational lui a donné le feu vert. Sur quel fondement ? Oui, il a trouvé une faille en fait constitutionnelle, juridique, qui infonde en fait le référendum qui avait été lancé par lui-même, qui donnait donc le camp du non gagnant et qui normalement aurait dû empêcher Evo Morales de se représenter. Donc là, il a un petit passe-passe juridique qui fait qu'aujourd'hui, Evo Morales est favori pour les élections d'octobre. Alors, concernant les feux, oui. La situation est plus tendue vis-à-vis du gouvernement. Oui, on se rend compte aussi que les incendies ne datent pas d'hier, hein, comme vous venez de l'indiquer. Depuis mai, on a vraiment eu une recrudescence des incendies, des feux, même si, bien évidemment, l'Amazonie, en tant que telle, brûle déjà depuis pas mal d'années. Pas qu'en Bolivie, mais vous avez, depuis les années 70, près de 20% de la forêt amazonienne qui a été détruite, notamment par des incendies, mais aussi par une déforestation. On pourrait revenir là-dessus plus tard. Mais concrètement, on va dire, cet événement-là déstabilise un petit peu le gouvernement Morales. L'opposition a réussi un petit peu à fédérer autour de ce sujet et de plus en plus en fait, de personnes boliviennes manifestent contre on va dire, l'inaction du gouvernement bolivien et même contre en fait, une décision qui a été prise au début du mois de juillet qui permettait des brûlis en fait, contrôlés, oui. Donc qui a été perçu par bon nombre d'ONG, mais également par pas mal de Boliviens, comme un permis
en fait, pour brûler. De brûler. Et donc, mais ça, c'est une pratique courante, la culture sur brûlis. Qu'est-ce qu'il y avait de différent? Là, ça a permis en fait de brûler dans des zones beaucoup plus grandes. D'accord. Et donc de faire en sorte que la frontière agricole, comme on l'appelle en Amazonie, s'étende davantage. Alors on voit derrière nous des images, justement, images aériennes de zones touchées en Bolivie, qui nous ont été fournies par le CCFD Terre Solidaire, qui est mobilisé également sur place, avec un partenaire local qui a envoyé ces images, le CIPCA. Dites-nous, voilà, où sont circonscrits ces zones, en fait, qu'est-ce que ça touche exactement? Les incendies sont particulièrement virulents autour de l'État de Santa Cruz, qui est vraiment dans les plaines. La Bolivie est surtout reconnue pour un pays andin, mais elle dispose aussi de 10% de son territoire amazonien. 10% de l'Amazonie est présente en Bolivie. Donc vous avez quand même une présence des incendies dans une zone de plaine. Donc, qui n'est pas proprement parlée dans la forêt amazonienne. Non, on va dire qu'elle est limitrophe. D'accord. Mais ça fait vraiment partie du biome global qui est l'Amazonie. Donc, de facto, ce qui se passe aujourd'hui dans cette zone-là a un impact également sur l'Amazonie en tant que telle, la région amazonienne bolivienne, mais également la région amazonienne proche, celle du Pérou, celle de la Colombie et bien évidemment celle du Brésil. Alors, il faudrait qu'on comprenne un peu avec vous, justement, tout d'un coup, cet emballage médiatique qui est surgi en pleine torpeur de l'été, mi-août, on a commencé à entendre parler de ces feux en Amazonie, comme si c'était la première fois d'abord. Et pourquoi est-ce que ça a surgi là? C'est sûr que ce n'est pas la première fois que l'Amazonie brûle. Comme je vous le disais, depuis les années 70, malheureusement, à peu près, vous avez des incendies massifs. Mais ce qui est vrai, c'est que depuis mai, vous avez eu un concours de circonstances assez particulier, assez dommageable, avec donc une saison sèche très forte, très importante, et une hausse de la déforestation très importante. Et donc, tout ça cumulé a fait qu'en Amazonie, qu'elle soit bolivienne, péruvienne, colombienne, mais surtout brésilienne, vous avez une hausse significative en fait, des départs de feu. Et pourquoi mi-août tout d'un coup? Parce que c'est vraiment au cœur de l'actualité. Après, c'est sûr que je pense que la politique est rentrée un petit peu là-dedans. On a tous été témoins des joutes verbales entre le président Bolsonaro et le président Macron. Le G7 était en préparation. Donc il y avait ce contexte politique. Il y avait ce contexte politique qui faisait qu'on allait forcément entendre parler. Après, on a toujours besoin d'un feuilleton médiatique. Et je pense qu'au mois d'août, ce feuilleton a été ce qui se passait en Amazonie, ce qui se passe toujours en Amazonie. Parce que, voilà, on va dire que la petite fenêtre médiatique est passée. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'Amazonie continue à brûler en Bolivie, mais également au Brésil, au Pérou et même en Colombie. Alors, expliquez-nous qui provoque ces feux et dans quel but? En fait, plusieurs acteurs en fait, sont présents en Bolivie. Si on se refocalise sur la Bolivie, vous avez des petits agriculteurs en fait, qui font du brûlis familial depuis toujours. À côté de ça, vous avez pour avoir de l'engrais. En fait, c'est une technique agricole qui est utilisée dans cette région, mais aussi ailleurs, en Afrique, même en Europe. Donc voilà, ça fait partie, on va dire, de l'agriculture paysanne. À côté de ça, vous avez une agro-industrie très présente en Bolivie qui utilise le brûlis aussi pour accélérer un petit peu le processus, pour pouvoir planter la monoculture qui est le soja. Aujourd'hui, vous avez une expansion de la production du soja importante. On appelle même la République unifiée du soja. Donc vous avez un territoire de plusieurs millions d'hectares entre la Bolivie, l'Uruguay, le Paraguay et le Brésil, où vous avez un territoire unique de soja. Et donc la Bolivie est à l'intérieur de ce territoire-là. Ça, c'est l'agriculture extensive. Exactement. Ouais. Donc qui malheureusement utilise les incendies pour pouvoir accélérer, pour avoir un rendement beaucoup plus intense. C'est la raison de cette décision du gouvernement en juillet d'autoriser ces brûlis sur des surfaces plus grandes? Exactement, c'était pour accélérer. Je pense que le gouvernement Morales a été pris aussi dans des discussions politiques. Les élections approchent, donc il a besoin aussi du secteur agro-industriel pour pouvoir être réélu. On sait très bien que la réforme agraire qu'il avait promis lors de son arrivée au pouvoir au début des années 2000 n'a jamais été mise en place. Pourquoi? Parce que vous aviez le secteur agro-industriel très présent et très important, notamment dans la région de Santa Cruz, qui a tout de suite mis son veto.
Et donc aujourd'hui, vous avez un gouvernement relativement pragmatique qui souhaite être réélu, et donc qui a, comme vous venez de le dire, en mois de juillet, permis en fait des brûlés beaucoup plus intenses et dans des territoires beaucoup plus importants. Donc ça a accéléré un petit peu les incendies. Et qui sont devenus aussi hors de contrôle. Exactement. Après, les incendies, vous savez quand est-ce qu'ils démarrent, on ne sait toujours pas quand est-ce qu'ils se terminent, malheureusement. Alors, on va voir maintenant comment les populations locales, et on en parlera juste après avec vous, elles sont touchées par ces feux. On a posé la question à Monseigneur Robert Floch, qui est l'évêque du diocèse de San Ignacio de Velasco, une ville du département de Santa Cruz. On l'écoute. We as a diocese depend on cattle ranching to maintain the church because our people are for the most part poor, and so we underwrite just about everything we do with cattle ranching. And our ranches, like many others, have had to combat fires as well. Most of it has been in the brush areas, but even without the fires, there's no feed on the ground for the cattle because of the extra dry spell this year. So the fires have been very difficult to control. There are lots of wind and dry weather. Some people have lost their crops and things like that. The cattle ranchers have difficulties. They're buying hay if they don't have their own stored. But the biggest concern really is the whole ecosystem. There's a lot of indignation because of the permissions to set fires. Parlez-nous un peu de la population touchée directement par ces feux, justement. Elle est un petit peu démunie quand vous voyez tout d'un coup votre terre brûlée. Ça peut être aussi certaines personnes qui ont provoqué et qui ont contribué à ça ou pas? Oui. C'est sûr, ils sont en même temps victimes et provocateurs et acteurs de ce qui se passe. Donc, malheureusement, la plupart d'entre eux ont vite été dépassés par ces événements. On l'a entendu avec Monseigneur. Vous avez l'élevage aussi de bétail qui est très important dans cette zone, dans ce territoire. Donc, vous avez énormément d'élevages qui ont été décimés par les incendies. Donc, ils sont vraiment démunis. Et donc, vraiment dans une recherche de réponse dans le court terme qui, malheureusement, n'a pas été proposée par le gouvernement. Pour quelles raisons, justement? Malheureusement, ils ont été totalement dépassés. Vraiment, ça a été... Le gouvernement n'est pas en mesure d'agir? N'est pas en mesure. Ils n'a pas les moyens? Ils ont décrété, en fait, plusieurs aides d'urgence qui a permis, grosso modo, dans les premières semaines, d'apaiser un petit peu la situation. Mais aujourd'hui, vous avez des centaines, voire même des milliers de personnes qui ont été totalement appauvries par ce qui se passe. Et donc, qui sont un petit peu maintenant désœuvrées. Alors, est-ce qu'il y a des déplacés, il y a des populations qui se retrouvent sans rien? Oui, vous avez même des populations qui vivaient de manière isolée dans ces territoires-là, qui ont souhaité maintenant être davantage proches des autres populations. Donc il y a une vague de migration en Bolivie, mais surtout au Brésil, où vous avez des communautés qui vivaient vraiment en situation d'isolement, qui sont, on va dire, sont obligés de rentrer un petit peu dans la société moderne pour pouvoir se réfugier, pour survivre. Et est-ce que l'Église, là-bas, dans ces zones isolées, elle est en capacité de les aider et comment? Elle fait ce qu'elle peut. Malheureusement, elle n'a pas énormément de moyens aussi pour pouvoir les aider, mais vous avez eu un appel de l'ensemble des conférences des évêques de ces différents pays amazoniens pour venir en aide à ces populations. Alors, comment on réagit? Vous parliez des évêques d'Amazonie, les évêques de Bolivie, puisqu'ils se sont exprimés sur ce sujet. Avec pas mal de virulence contre, dans un premier temps, la décision du gouvernement Morales de permettre des brûlis intensifs. Donc là, il y a eu un communiqué de presse formel de la conférence des évêques de Bolivie qui demande en fait des comptes au gouvernement bolivien. Après, à travers aussi... les différents évêchés, ils essayent de donner les moyens aux différents prêtres d'être présents lorsqu'ils peuvent être présents auprès de ces populations, donc avec des distributions de matériel, de nourriture, etc. Parce que vous avez même des situations où des personnes n'ont plus les moyens de se nourrir. Donc il y a eu quand même, dans un premier temps, un vrai geste de charité envers ces populations.
tout en pensant à la suite. Et donc malheureusement, la suite est beaucoup plus compliquée en fait à structurer parce que, en tout cas en termes de réponse, parce que vous avez des situations de grand désarroi total. Donc là, ils sont en train de réfléchir sur ce qui pourrait être fait. Il y a eu un appel aussi au sein du réseau Caritas Internationalis pour que l'ensemble des Caritas sœurs, dont le Secours catholique, puisse apporter une aide. Donc là, on est en train de réfléchir sur ce qui pourra être fait. Et vous envisagez quelle on est en train de réfléchir, voilà. Ouais. C'est sûr que dans un premier temps, l'aide d'urgence est nécessaire. Ouais. Donc là, ça a été fait par la conférence des évêques. Maintenant, on est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut aussi faire en s'appuyant aussi sur nos partenaires. Vous avez évoqué SIPCA, qui est le partenaire du CCFD, qui est également le partenaire du Secours catholique. Donc là, on réfléchit à ce qui pourrait être fait dans les prochains mois. Le CIPCA, le Centre de recherche et de promotion de la paysannerie. Évidemment, cette question des feux d'Amazonie et qui touche aussi la Bolivie, ça résonne de manière très particulière puisqu'il y a ce synode sur l'Amazonie qui arrive en octobre à Rome. Dites-nous, est-ce que ces feux, ils vont être l'un des dossiers qui sera mis sur la table de réflexion des évêques? En tout cas, oui. Parce que ça n'était pas dans le programme initial. Non, c'était plus ou moins évoqué, mais on va dire dans le chapitre des problématiques liées à l'environnement en Amazonie. Donc, vous avez les incendies, mais vous avez aussi d'autres problématiques, notamment tout ce qui est extraction pétrolière, etc., etc. Donc, ça fait partie en fait d'un élément, d'un système aujourd'hui en Amazonie qui est dénoncé par l'ensemble en fait des acteurs d'église sur place. Qu'est-ce qui est en jeu dans le fond? Un vrai changement de système. Je pense que c'est ce qui a été voulu par le pape François avec son encyclique Laudato Si, et qui, on va dire, on est dans la suite logique un petit peu avec ce synode sur l'Amazonie, parce que voilà, on a eu cette opportunité médiatique d'avoir des informations sur ce qui se fait en Amazonie, en lien avec les incendies, en lien avec la déforestation. Finalement, ça a permis au moins d'attirer l'attention. Exactement. Donc là, maintenant, c'est ce que, on va dire, dans le travail synodal, on appelle ce qui est voir. Donc là, on a vu. Maintenant, il faut juger et après, il faut agir. Et donc, je pense que l'étape synodale, qui est très importante du 6 au 27 octobre, va permettre, je pense, de trouver certaines pistes d'action pour proposer d'autres choses. Car, je vais dire qu'on est de plus en plus en alerte par rapport à l'urgence climatique, à la volonté de changer de système. Aujourd'hui, en Amazonie, on se rend compte que ce système a fait, comme je vous le disais tout à l'heure, en sorte que la forêt amazonienne a été détruite de plus de 20% en l'espace de 40 ans. Si on continue à ce rythme-là, dans 10 ans, ça sera plutôt 30-35%. Donc à un moment donné, il faut se poser des vraies questions et réfléchir à des vraies solutions alternatives. Et je pense que le synode, ce qu'il a permis surtout, c'est de faire entendre en fait, la voix des Amazoniens, la voix des communautés autochtones, des communautés aussi afro-descendantes. Et il y a eu plus de 87 000 personnes qui ont été conviées à des assemblées pré-synodales. Il y a eu plus de 45 assemblées régionales entre les différents pays amazoniens. Donc maintenant, il y a un document de travail, l'Instrumentum Laboris, qui va permettre aux évêques synodaux au mois d'octobre de réfléchir à un texte final qui va être après publié par le pape François. Quelles seront les préoccupations spécifiques à la Bolivie qui seront portées à ce synode, puisque chaque pays arrive aussi avec ses spécificités? Oui, après, par rapport à la Bolivie, ce qui est vraiment un véritable enjeu, c'est de faire en sorte que la partie amazonienne puisse être davantage reconnue en tant que telle en Bolivie et de faire en sorte que des populations qui ont été longuement marginalisées puissent être entendues, de faire en sorte que leurs droits soient reconnus. Ça, c'est une réalité propre. C'est une réalité à la Bolivie. Parce qu'on a entendu lors de l'arrivée d'Evo Morales, le premier leader indigène en fait, à la tête d'un pays en Amérique latine, en Amérique du Sud, parce qu'au Guatemala, il y avait déjà eu une personne, comme un vrai changement. Toute proportion gardée, on a vu Barack Obama aux États-Unis, on a vu ce qui s'est passé après. En Bolivie, c'est exactement la même situation. Vous avez un leader indigène qui est au pouvoir, mais ce n'est pas pour autant que les droits de ces différentes populations indigènes, notamment les populations des plaines, notamment la population amazonienne, est véritablement reconnue. L'enjeu principal du synode pour la Bolivie, c'est de faire en sorte que ces populations puissent être reconnues, faire en sorte qu'ils soient beaucoup moins criminalisés aussi. C'est un terme qui est un petit peu baroque, mais c'est vraiment, en ce moment, on sent quand même une certaine répression du gouvernement bolivien.
Ce qui paraît effectivement contradictoire si Exactement. le président Morales est lui-même issu de ces populations-là. Ouais. Dernière question, il y a aussi évidemment des préoccupations ecclésiales Oui. Qui seront au cœur du synode. Pour la Bolivie, qu'est-ce que ça peut être par exemple ? Je ne suis pas sûr qu'il y ait une vraie spécificité bolivienne, parce que vous avez vraiment une certaine... L'église amazonienne est plutôt assez homogène, mais on entend, et je pense que d'ici le synode, plusieurs pistes, notamment de faire en sorte que l'église amazonienne puisse être davantage reconnue, et que faire en sorte, par exemple, que la Bible soit traduite dans des langues indigènes. Je pense que ça, c'est l'une des revendications également de l'église bolivienne. Merci beaucoup, Joël Dacosta. On sait que le Secours catholique sera très impliqué dans ce synode que KTO va évidemment suivre avec attention. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Passez une très belle semaine. On se retrouve mercredi prochain. Au revoir.